Eh bien, bonsoir. Merci à tous de votre présence dans nos murs. Elle touche beaucoup l'école des Chartes. Nous avons aujourd'hui voulu marquer le coup pour saluer la parution d'un fort volume dédié à l'humanisme juridique. Introduction à l'humanisme juridique, auteur, œuvre, idée, forme, destinée. Quel beau titre. L'humanisme juridique, personnellement, j'en ai entendu parler pour la première fois dans ma première année de classe préparatoire. Et c'est une notion qu'à l'époque, on ne prenait même pas la peine de définir. Ça semblait aller de soi. Peut-être parce que nous avons encore connu dans les générations de nos parents ou grands-parents ce modèle du juriste érudit, latiniste, proche des textes. C'est un modèle qui, avouons-le, tend à disparaître de nos jours. Et c'est peut-être pour ça qu'il était nécessaire d'en revenir aux fondamentaux et de proposer une définition. Alors, ce sont 24 spécialistes qui ont réuni leurs efforts pour proposer ce volume collectif sous la direction de deux collègues bien connus dans nos murs et très honorablement connus, Xavier Prévost et Luigi Sanchi, qui sont parmi nous ce soir pour notre plus grand bonheur. Alors, Xavier Prévost est bien connu à l'École des Chartes depuis longtemps. Il est agrégé d'économie et de gestion. Il est ancien élève de l'École des Chartes. Je me souviens encore du jury, la commission qui a souhaité le recruter comme élève archiviste paléographe au titre du concours d'entrée en deuxième année. Et on avait tous été enthousiasmés par cette perspective de recruter un vrai juriste parmi nos élèves. Xavier est membre honoraire de l'Institut universitaire de France, professeur d'histoire du droit à l'Université de Bordeaux. Ses recherches portent sur le droit et les savoirs juridiques à la Renaissance, avec 3 axes principaux: l'histoire de la pensée juridique, l'histoire matérielle du droit et l'histoire du droit des affaires. Parmi ses actualités récentes, on signale la parution en poche de sa thèse de doctorat consacrée à Cujas, et puis par ailleurs un projet dont tous les amis de la Renaissance et de l'humanisme attendent beaucoup, le Consolidator Grant de l'ERC pour le projet Istis French, consacré à une histoire transnationale de l'humanisme juridique. Et ce projet commencera au 1er janvier prochain. Luigi Sanchi, pour sa part, est directeur de recherche au CNRS, à l'Institut d'histoire du droit Jean Gaudemet. Il est agrégé de grammaire, docteur en sciences historiques, spécialiste de l'histoire de la philologie classique. Ses recherches portent principalement sur la Renaissance en France et sur l'œuvre de Guillaume Budet, même si nous savons tous qu'il a aussi de nombreuses autres cordes à son arc puissant. Parmi les publications récentes, on peut citer L'Antiquité selon Guillaume Budet, 2025, coécrit avec Romain Amenini. Et puis les actes d'un colloque sur voix et voix de la philologie classique, avec un jeu de mots, voix avec un X, voix avec ES. J'ai aussi connu Luigi dans le cadre associatif, avec cette belle association ALE, le latin dans les langues européennes, si efficace pour diffuser l'humanisme sous ses meilleures formes. Et Luigi a par ailleurs présidé le réseau Antiquité à venir, où nous nous sommes connus. Alors, l'École des Chartes a souhaité leur adresser à tous deux
une invitation collégiale. Nous nous sommes mis à 4 avec les collègues pour les accueillir. Christine Bénévent au titre de la chaire d'histoire du livre, Katia Weidenfeld au titre de la chaire d'histoire du droit de l'époque contemporaine, et puis Patrick Arabert, titulaire de la chaire d'histoire du droit civil et canonique, qui malheureusement, c'est un revirement de dernière minute, a été empêché d'être parmi nous ce soir. Il me prie de vous présenter à tous et singulièrement à vous deux ses excuses. Mais je sais qu'il est avec nous par la pensée et qu'il écoutera ce que nous aurons à dire pendant les presque 2 heures que nous avons ensemble, grâce à la captation vidéo. Et pour l'heure, ce n'est pas un philologue que vous êtes venu écouter, mais des spécialistes de l'humanisme juridique. Donc je laisse la parole à Luigi et Xavier. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais faire passer par la même occasion mon exemplaire du volume dans le public, si vous souhaitez jeter un œil. Merci beaucoup, cher François, et merci aux 4 organisateurs, organisatrices de nous avoir invités. Nous sommes vraiment, Luigi et moi, très très heureux d'être ici pour vous présenter cet ouvrage qui est donc sorti il y a quelques semaines. C'est notre première présentation. Donc nous allons nous aussi inaugurer cet ouvrage avec vous ce soir, et nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vous le présenter ici parce que justement l'école des chartes réunit à travers notamment les quatre professeurs qui ont été cités, la diversité des travaux des humanistes qui sont présents dans cet ouvrage. Alors, pour commencer, justement, l'enjeu de cet ouvrage, c'était d'illustrer cette diversité et de la détailler. Et pour ça, je vais revenir avec vous rapidement sur l'histoire de la réalisation de cet ouvrage pour en comprendre les objectifs et les enjeux. Cet ouvrage, il s'inscrit dans le cadre d'une initiative que Luigi et moi avons initiée à partir de 2016, qui est l'idée de réunir des spécialistes de la Renaissance et de l'humanisme qui s'intéressent à des enjeux juridiques ou à des juristes avec des profils disciplinaires variés, quelle que soit la discipline sur laquelle ils travaillent principalement, pour que l'on arrive à comprendre avec un regard quasi encyclopédique eh bien, les intentions et les œuvres de ces auteurs de la Renaissance. Et donc pour ça, nous avons fondé ensemble un réseau, le réseau Humanisme Juridique, qui est né à la fin de 2016 et puis qui, depuis 2018, organise un séminaire annuel qui se tient à l'Institut d'Histoire du Droit Jean Gaudemet de l'Université Paris-Panthéon-Assas, et dont il y a ici un certain nombre de membres de ce réseau et aussi de contributeurs au volume, j'y reviendrai. Et donc, dans un premier temps, on a souhaité, à travers ce séminaire, mener des études précises, ponctuelles, sur des questions détaillées, et il a très rapidement a surgi en réalité la nécessité pour tout le monde d'avoir une base commune qui nous permette justement ensuite de nous lancer dans ces études plus approfondies. En effet, il est apparu nécessaire que, quel que soit le profil disciplinaire de chacun des intervenants, on puisse avoir une base sur laquelle on puisse tous ensemble se retrouver. Et c'est pour ça que nous avons eu l'idée collectivement d'essayer de rédiger un manuel où chacun pourrait retrouver les éléments essentiels pour comprendre ce qu'est l'humanisme juridique. Et donc, nous avons lancé le projet de ce livre au début de l'année 2020. Donc, vous voyez que c'est un processus long, mais ça s'explique en partie, on va y revenir, par la complexité de faire une introduction, de faire un manuel sur un objet comme celui-ci.
Donc on a lancé l'initiative en 2020 en même temps que on mettait en œuvre la publication d'un autre volume qui est présenté là, qui rassemblait, synthétisait les séminaires des premières années. Et donc l'idée, ça a été de construire un collectif où chacun, dans la rédaction de ce volume, apporte ses compétences, notamment ses compétences disciplinaires, mais que ce collectif travaille véritablement de manière collective. Donc on a réuni finalement, comme ça a été dit, 24 auteurs, 24 auteurs qui ont des profils très variés. Ça va de jeunes chercheurs, de doctorants, jusqu'à des chercheurs et chercheuses beaucoup plus confirmés, qui viennent de l'histoire du droit, mais de la philologie, de l'histoire, de la littérature, de la philosophie, pour évidemment montrer en œuvre toute cette diversité. Mais comme l'idée, c'était vraiment d'avoir une base commune, nous avons travaillé tous ensemble pendant toutes ces années pour que, au fur et à mesure de la rédaction, le travail qui est un travail collectif, finalement, puisse apparaître comme une sorte de monographie. Et donc, c'est pour cela que ça a pris plusieurs années, puisqu'il a fallu réunir l'ensemble des contributions, mais il a fallu, de notre côté, nous, toutes les relire, toutes les harmoniser, et puis réunir les gens ensemble, collectivement, notamment les directeurs de parti, puisqu'il y a en outre des directeurs de parti, qui ont rendu possible ce travail d'harmonisation progressive de l'ensemble du volume pour aboutir à un objet assez original, notamment pour des juristes, qui est ce manuel à 24 voix en réalité, mais qui apparaît comme étant d'un seul tenant. Donc l'idée, c'est que c'est une œuvre collective qui est pour tous. Que l'on soit juriste, que l'on soit historien, que l'on soit philologue, spécialiste de littérature ou de philosophie, normalement, ce livre est accessible. Alors je dis bien normalement parce que évidemment il y a une difficulté, quelque chose qui potentiellement fait un peu peur, c'est le droit. Parce que le droit, quand on n'est pas juriste, ça peut paraître très ésotérique, mais en réalité c'est accessible. Voilà, moi je parle en connaisseur puisque je ne suis pas juriste. Mais voilà, je me suis rapproché du droit chemin faisant. Et en effet, le droit est fondé aussi sur un langage spécifique, un jargon, qui comporte à la fois des mots inusuels, comme synallagmatique, par exemple, mais ce qui est encore plus dangereux, des mots très courants, notamment le mot chose, le mot ressort, compétence ou obligation, donc qui font partie du langage courant, mais qui sont pris en droit dans un sens extrêmement précis et délimité. Et deuxième difficulté, c'est que le sens de chacun de ces mots, qu'ils soient inusuels ou très courants, dépend d'un réseau conceptuel fortement hiérarchisé, dans lequel tel mot peut sous-entendre une chaîne d'autres mots, et qu'il est difficile, voire impossible, d'apprendre en peu de temps, quelques semaines. Il faut quand même plusieurs mois, voire plusieurs années. Bon, en revanche, le droit mérite qu'on s'y attarde, qu'on y passe un peu de temps, parce que, par exemple, la simple lecture de la presse quotidienne nous met face à toute une série de questions juridiques. Il est question tous les jours de problèmes liés, par exemple, au droit pénal, au droit administratif, au droit constitutionnel, le droit international, le droit du travail, le droit du commerce, le droit de la famille, des biens, etc. Donc, les notions fondamentales du droit, en réalité, nous les rencontrons dans la vie de tous les jours. Et cette disons, structure de la pensée juridique, elle peut s'adapter aux différentes époques. C'est-à-dire que pour les juristes, la notion, par exemple, de mariage commence avec le droit mésopotamien et il arrive jusqu'au mariage pour tous, si vous voulez. Donc, ce n'est pas de l'anachronisme, c'est le fait de constater que certaines catégories
qui au fond sont anthropologiques, se reproduisent aux différentes époques, font l'objet d'une transmission, de rupture, etc., mais que dans leur fonctionnement, dans leur technicité, peuvent rester les mêmes. Voilà, je ne vais pas en dire plus. J'espère que je n'ai pas dit trop d'énormité aux yeux des juristes, des historiens du droit. Et donc, l'humanisme juridique est une des facettes de l'humanisme. Et je commence peut-être avec des points d'intérêt que nous souhaiterions vous présenter, qui vont vous amener, nous l'espérons, vers ce volume. Et après, on vous détaillera un peu plus le contenu. Donc, donc pour comprendre, voilà. ce qu'est l'humanisme juridique de la Renaissance, puisque cet ouvrage, comme vous l'avez déjà compris, porte spécifiquement sur la Renaissance, il faut revenir un peu en arrière pour donner un cadre qui est le cadre de départ à partir duquel donc les humanistes de la Renaissance vont s'intéresser au droit, qui est celui sur lequel je vais être assez rapide, de la redécouverte du droit romain et du développement des études de droit en Europe à partir du XIe, XIIe siècle. Donc, ce qui se passe, c'est dans le cadre du bouillonnement intellectuel de la fin du XIe siècle, on se met à réétudier des textes qui avaient été quasiment oubliés, alors pas complètement oubliés, mais qui avaient globalement disparu, qui sont les textes du droit romain compilés par Justinien, l'empereur Justinien, au VIe siècle de notre ère, qui est en quelque sorte une synthèse de l'histoire du droit romain, de 1000 ans de droit romain. Donc c'est cet ensemble qu'on appelle les compilations justiniennes, regroupe à la fois les lois des empereurs romains dans le Code de Justinien et dans les Novelles, regroupe toute la pensée juridique, une synthèse de la pensée juridique des auteurs, des jurisconsultes romains, ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire la science du droit, la connaissance du droit. Cette compilation, c'est le digeste. Et enfin, un manuel d'introduction au droit, que sont les instituts de Justinien. Ces ensembles, le Code, le Digeste, les instituts et les Novelles, eh bien, sont réétudiés, réémergent et font l'objet d'une étude à partir donc, du XIe siècle dans un cadre universitaire. Et tout au long du Moyen-Âge, ces ouvrages vont faire l'objet d'une étude qui va prendre la forme de la compréhension selon les cadres mentaux du Moyen-Âge et donc de la scolastique qui va se développer dans une forme particulière qui est la scolastique juridique. Et donc ces ouvrages sont étudiés au cours du Moyen-Âge, alors selon deux grandes méthodes. Dans un premier temps, une analyse exégétique textuelle sous la forme de la glose, et puis ensuite, dans un deuxième temps, à partir du XIIIe, XIVe siècle, sous la forme d'analyse, cette fois véritablement de type scolastique, qu'on appelle le commentaire. Et ce à quoi s'emploient les juristes du Moyen-Âge, et notamment les commentateurs des XIVe, XVe siècles, c'est de rendre ce droit romain applicable aux réalités juridiques médiévales, aux réalités de la société médiévale, qui sont évidemment très différentes de celles de l'Antiquité romaine. Et par conséquent, ces auteurs vont faire une interprétation parfois très libre des textes de droit romain qui s'éloignent en partie des canons que vont poser les humanistes, et notamment les humanistes italiens, à partir du XIVe siècle. Donc dans un même temps, on a d'un côté la naissance de l'humanisme à partir du XIVe siècle et le développement de méthodes de compréhension du droit dans les universités et dans les facultés de droit spécialement, qui, elles, cherchent non pas à faire une critique textuelle de ces textes, mais au contraire à appliquer ces textes aux réalités juridiques du Moyen-Âge. Cette redécouverte du droit romain, donc à partir du XIe siècle, et puis ensuite qui dure évidemment et qui se développe dans le cadre universitaire, elle donne naissance à une multitude de genres et à une profusion
d'écrits juridiques et de création. Cet immense ensemble qui est constitué donc au cours de ces 4 siècles commence à faire l'objet d'un certain nombre de critiques de la part des humanistes en Italie au moment du développement de l'humanisme. Oui, alors merci. Alors, je précise une chose, c'est qu'il y a une trentaine de pages d'avis au lecteur, d'introduction générale. On n'a pas voulu l'appeler introduction parce que déjà le volume s'appelle introduction, mais où ces éléments fondateurs du droit romain, etc., et puis des éléments plus techniques sur la philologie sont expliqués aux lecteurs qui voudraient réviser ou apprendre les éléments fondamentaux. Donc ce que Xavier vient de dire se retrouve avec quelques détails en plus dans cette trentaine de pages qui figurent au début du volume. J'ajouterais qu'il faut saluer le travail de ces juristes médiévaux parce qu'ils ont vraiment pénétré le digeste, ont créé des rapports, vu les rapports de dissymétrie ou de symétrie entre ces différentes parties. Ils ont vraiment fait un travail d'une finesse extraordinaire. Et encore aujourd'hui, grâce à la finesse de ce travail, nous avons la division en paragraphes des différents fragments, etc., qui est l'œuvre de ces juristes bolognais, médiévaux, etc. Je dis cela parce qu'une des premières choses qu'on rencontre avec l'humanisme juridique est la propagande dévergondés, éhontés, qui tapent sur le droit médiéval en disant qu'ils étaient nuls, qu'ils ne connaissaient pas le grec, qui parlaient un latin gothique, etc. Or, on comprend ce point de vue, comme toute avant-garde, elle a besoin d'une propagande et de choses, voilà, des cris de guerre, si je puis dire, mais il ne faut pas trop y croire. D'ailleurs, quand on croit trop à la propagande, ça se termine mal. Et donc, le droit médiéval est un droit grandiose, en fait, qui a donné le ius commune de l'Europe. Donc, loin de nous l'idée de le rabaisser et de croire à ce que racontent certains humanistes. Voilà. Mais le fait est que cette opposition est vive, et on peut même rappeler éventuellement, de manière tout aussi provocatrice, que l'humanisme est un phénomène médiéval, puisqu'il naît avec François Pétrarque en plein Moyen-Âge, et donc c'est fait partie du dynamisme du Moyen-Âge qui va ouvrir au début du XVIe siècle une nouvelle page de l'histoire de l'Europe avec la Renaissance. Donc quel est le cri de guerre fondamental des humanistes? C'est ad fontes, retour aux sources. Et bon, c'est bien connu, je voudrais quand même insister sur le pluriel, puisque les juristes médiévaux, ils avaient une fons, c'est-à-dire le corpus juris. Et de la même manière, ce qui est normal, hein, quand on fait un découpage académique, ce n'est pas parce qu'on veut ignorer le reste, c'est parce que le découpage académique, encore aujourd'hui, ça permet aux professeurs d'avoir un domaine de compétences qui leur est propre. Voilà. Et c'était comme ça dans les universités médiévales. C'est-à-dire qu'en théologie, il y avait les pères de l'Église, enfin, il y avait la Bible, il y avait le texte au centre des études. En droit, il y avait le texte au centre des études. En médecine, évidemment, aussi. Et ça a continué à l'époque moderne. Par exemple, Vitruve est au centre des études des beaux-arts, d'architecture, etc. Donc, la nouveauté des humanistes, l'élément qui nous intéresse et dont nous sommes un peu les héritiers, c'est ce pluriel, fontes. C'est-à-dire que, d'un côté, le corpus juris est une source historique à côté des historiens, des philosophes, etc. Ça donne des informations sur l'état de l'Empire romain à différentes époques. Donc c'est une source historique. Et d'un autre côté, ça ne peut pas être l'unique source de connaissance du droit, puisqu'on trouve des éléments juridiques, notamment chez Cicéron, chez d'autres auteurs, etc. Et donc la compréhension du texte du corpus juris, de la compilation de Justinien, ne peut pas être séparée de la connaissance des philosophes, des
des auteurs des traités d'économie rurale, par exemple, donc les agronomes latins, d'autres écrits techniques, mais aussi les poètes, etc. Il y a des citations d'Homère, notamment, faites par les juristes antiques, qui étaient des gens extrêmement cultivés dans les deux langues. Et donc, à côté du latin, tout le domaine grec va contribuer à la connaissance des réalités anciennes et antiques dans lesquelles le digeste trouve toute sa place. Donc, il faut sortir, donc c'est ça la leçon des humanistes et des juristes humanistes en l'occurrence, il faut sortir du texte unique, la ratio scripta, voilà, on était arrivé au Moyen-Âge à déclarer un peu le corpus, une sorte de raison écrite intouchable, en quelque sorte, même si tout ça, c'est un peu, un peu déformé par l'idée donc d'une multiplicité de sources et d'un intérêt du droit romain en lui-même, non seulement comme droit applicable, mais comme élément de connaissance de la civilisation antique, au même titre que les textes des historiens, etc. Voilà, donc ça, les juristes humanistes proposent une transformation humaniste des études juridiques. Donc d'un côté, une étude philologique, donc comme ça a été dit très bien, du texte, donc une redécouverte des textes, sortie un peu de la gangue de toutes ces gloses qui finalement finissaient par prendre la place du texte principal. Et d'autre part, un élargissement de l'horizon proposé aux juristes pour réintégrer le droit romain dans le panorama des études anciennes. Ce qui ne pouvait pas intéresser tout le monde. Voilà. Et donc c'est ça que vous trouverez déjà dans l'ouvrage, c'est cet élargissement du panorama. L'objet de l'ouvrage, c'est de montrer que le droit en lui-même est aussi un élargissement du panorama, que le droit, ça n'intéresse pas que les juristes, ça permet aussi de comprendre des questions historiques, des questions philosophiques notamment, et aussi dans quelle mesure les juristes eux-mêmes ont élargi au XVe, XVIe siècle leur propre panorama pour la compréhension des textes de droit et donc pour l'application du droit. Alors, ce phénomène qu'est l'humanisme juridique, donc ce renouvellement de la compréhension du droit à la Renaissance grâce à une approche encyclopédique du savoir, donc à la mobilisation de ces diverses connaissances, connaît un développement à travers toute l'Europe, mais néanmoins, nous allons faire ensemble nécessairement un petit focus sur le cas français. Alors pourquoi ce mouvement européen nécessite-t-il de faire un cas français ? Parce que nous sommes ici en France et que si vous feuilletez le volume, vous verrez qu'il est très largement question de juristes français et d'œuvres françaises. Alors cela s'explique doublement, on y reviendra, mais il faut noter que l'humanisme juridique, et c'est une réalité, connaît en France un développement particulier, très important, à tel point qu'on appelle l'humanisme juridique le mos gallicus, et donc la méthode française. Alors l'enjeu de cet ouvrage, déjà aussi, c'est à la fois de traiter cette spécificité, le fait qu'il connaît un développement important en France, et donc la France est très là, et les juristes français sont très largement représentés dans l'ouvrage, mais aussi de montrer qu'il ne faut pas réduire l'humanisme juridique à un cas français, et donc l'objet de cet ouvrage, c'est aussi de le réinscrire dans son cadre européen. Alors, pourquoi est-ce que la France est-elle un cas particulièrement intéressant pour l'humanisme juridique? Oui, alors on a plusieurs éléments. D'abord, à partir de la fin du XVe siècle, il y a le mouvement dit de codification des coutumes, donc des différentes coutumes de la moitié nord de la France, qui est pris à bras-le-corps par des humanistes, des juristes humanistes, parce que c'était un terrain d'exercice, en quelque sorte, de l'humanisme juridique, en essayant d'importer la rigueur du droit romain, les concepts, les procédés techniques du droit romain dans ce vaste domaine donc des
coutumes. Il y avait vraiment là un enjeu typiquement français, puisque ça concerne de vastes territoires organisés juridiquement par la coutume. Il y a aussi, comme vous savez, le XVIe siècle est un siècle tourmenté, de guerre civile aussi, et ça emporte aussi tout un courant de réflexion, notamment historiographique, et d'histoire globale de la France, mais aussi d'histoire des régions. Et cela se fonde sur la redécouverte, enfin le début de l'étude systématique des archives. Donc, on est dans le temple ici des archives. Donc ça commence avec des savants français qui lancent des campagnes d'études de documents et tentent d'écrire l'histoire de France en se fondant sur des documents originaux et donc sur les archives. Aussi, toujours les troubles politiques comportent toute une réflexion des deux côtés sur le statut de la monarchie, sur l'organisation de l'État, en bref, sur la théorie politique. Donc on a des auteurs très importants, François Hauptmann, Baudin et d'autres, en sortant de la France jusqu'à Grotius sur le droit de la paix, de la guerre. Mais disons, cette dimension de la théorie politique est un élément de très fort intérêt. C'est même une des choses les plus connues, on va dire, de l'humanisme juridique, en dehors des spécialistes d'histoire du droit, etc. Donc voilà, tout ça, ce sont des éléments relatifs à la France. Mais si le terrain favorable est français, le rayonnement est européen par le biais d'une chose magique qui est la langue latine. L'utilisation de la langue latine a permis le rayonnement, la diffusion des écrits les plus importants de ces auteurs. Sauf que, voilà, donc, ça donne lieu à une littérature néo-latine qui s'exprime aussi en vers, dans plusieurs domaines, avec plusieurs genres, mais qui, hélas, aujourd'hui, elle est un peu laissée de côté, parce que les bons latinistes, ils s'intéressent surtout à l'Antiquité, un peu au Moyen-Âge, mais alors, pour l'époque moderne, on a un manque de traduction, d'édition, une difficulté d'accès à ces ouvrages. Alors, certains ont eu, donc, on peut dire, le mauvais goût d'écrire en latin, mais d'autres ont eu le goût d'écrire en français. Il n'y a pas que Montaigne, Baudin déjà, et d'autres auteurs. Donc, dès le milieu du XVIe siècle, on a une production importante en français, sans oublier un précurseur, en fait, qui est Rabelais, qui amène au vaste public une partie des thèmes de l'humanisme juridique, des questions juridiques dans les 5 livres de Rabelais sont très présentes. Donc, par le biais de la langue française, on a toute une production qui, elle, est beaucoup mieux connue et plus étudiée. Mais j'insiste pour dire que c'est dommage que tous ces traités, mais aussi ces préfaces en latin, qui sont écrites dans un latin dense, dans un latin savant, avec plein de... c'est un peu baroque, c'est très touffu de citations, d'allusions, mais c'est quand même une littérature rayonnante, composée en grande partie en France, au cours du XVIe siècle, qui mérite d'être beaucoup mieux connue qu'elle ne l'est actuellement. Voilà. Alors déjà, ces éléments vous montrent à la fois la richesse et la difficulté de ce sujet, puisque on touche non seulement à de nombreux domaines du savoir, mais aussi à différentes langues, le latin, la revalorisation des sources en grec, évidemment aussi, et puis les langues vernaculaires. Et donc, dans l'ouvrage, vous trouverez aussi des éléments qui vous expliquent le développement de l'humanisme juridique en néo-latin, la production en grec et en langue vernaculaire. Un autre élément important lié à l'humanisme, mais qui
a des répercussions particulières pour l'humanisme juridique, c'est évidemment la production du livre juridique imprimé. Et vous le savez, hein, l'humanisme bénéficie très largement de ce nouveau mode de diffusion de la connaissance qui va avoir des conséquences extrêmement importantes concernant le droit et les savoirs juridiques, puisque il va permettre notamment une diversification des genres, et vous retrouverez cet enjeu dans l'ouvrage, mais il pose aussi un certain nombre de questions particulières qui sont aussi qui font l'objet d'un certain nombre d'études, mais pour lesquelles l'ouvrage appelle aussi à des études complémentaires, notamment étudier les modes les lieux d'édition, les rééditions, la circulation, la diffusion à travers l'importance des tirages, des citations de ces textes qui permettraient de beaucoup mieux comprendre l'environnement intellectuel global de l'époque. Hein, et comme l'a dit Luigi, en réalité, le droit et les savoirs juridiques se retrouvent bien au-delà des seuls ouvrages purement juridiques. Et par conséquent, ce livre, c'est en fait aussi déjà un appel, vous allez le voir, à un certain nombre d'études complémentaires, puisque en réalité, ce que constate cet ouvrage, c'est que on sait un certain nombre de choses, des choses importantes qu'on essaye de vous mettre en avant, puis qu'on va vous détailler rapidement dans les minutes qui restent sur le contenu même. Mais cet ouvrage, en réalité, c'est aussi vraiment un appel pour développer ce champ de connaissances qui nous apparaît à nous, mais nous sommes convaincus, on va essayer de vous convaincre, comme insuffisamment exploré et valorisé. Oui, alors notamment il y a une absence criante d'éditions récentes, donc d'éditions critiquement établies, de traduction. Alors par contre, il y a des domaines qui sont très bien connus, notamment les emblèmes d'Alcia ont fait l'objet de beaucoup d'attention, d'édition. Donc ces emblèmes, ce sont des livres illustrés, magnifiques, avec des courts poèmes en latin, ensuite traduits en français, qui expliquent des maximes morales, philosophiques et juridiques. Et ils sont dus à Andrea Alciato de Milan, qui a enseigné à Bourges, donc qui est aussi un peu français. Et donc c'est un genre extrêmement populaire, puisque c'est des livres voilà, à la réception et diffusion très vaste. Là-dessus, pas de souci. Quelques auteurs qu'on peut considérer très proches de l'humanisme juridique, comme Machiavel, Montaigne, ont moins de place dans notre ouvrage parce qu'il y a déjà une énorme bibliographie, ils sont très bien connus, etc. Donc on a voulu rendre hommage à d'autres auteurs, tout en les gardant en toile de fond. Hein. Luther aussi, tout en étant réformateur religieux, a une dimension juridique et a eu une influence énorme. Thomas More, etc. Bon, on parle un peu plus d'Erasme, parce qu'Erasme est très lié au développement initial de l'humanisme juridique du XVIe siècle. Mais voilà, pour beaucoup, nous avons des ouvrages de synthèse qui sont très bien faits, enfin, qu'on recommande, mais qui nécessairement se fondent sur les anciennes éditions. Et donc, voilà, ce terrain n'est pas si solide que ça. Et bon, je pourrais citer les annotations au Pandect de Budé de 1508. C'est un ouvrage qui a emporté en fait cette formule de Mos Gallicus. Comme j'arrive pas tout seul à tout faire, donc je me suis pas occupé ni de le traduire ni de l'éditer. Je me suis occupé d'autres aspects de la production de Budé, mais cet ouvrage-là, qui est considéré comme un ouvrage capital, n'a pas d'édition récente. Voilà. Et encore, Budé est quelqu'un de très connu, d'ailleurs grâce à la collection des belles lettres qui s'appelle Collection Budé, mais on a des dizaines d'auteurs qui sont très importants, qui ont été illustres, qui ont apporté des contributions originales importantes, avec une forte réception, qui restent un peu dans l'ombre.
Voilà. Et donc, c'est un domaine de recherche avec quelques éléments mis en lumière, bien connus, et une foule d'éléments encore à découvrir, où la bibliographie peut très vite devenir vieillie si un doctorant voulait bien consacrer, disons, ses efforts à ça. Xavier est un exemple parce que grâce à toi, Cuja redivivus, il revit. Je crois que les bibliographies sur lesquelles tu as travaillé dataient de plusieurs décennies. Enfin, il n'y avait pas vraiment de travaux récents. Donc voilà, Xavier est un exemple de ce qu'on peut faire d'important sur un personnage quand même qui est de tout premier plan comme Cuja. Donc voilà, ça c'est un peu les points d'intérêt que nous voulions souligner à votre attention. Et on peut peut-être maintenant parler un peu plus précisément du contenu. Alors, justement, l'objet de cet ouvrage, c'est de vous montrer que c'est pas si difficile que ça de s'intéresser à ces auteurs. En réalité, que là, on vous a dit, on vous a mis en avant les enjeux, mais ce que souhaite faire cet ouvrage, c'est vous permettre très clairement ensuite de vous plonger dans les sources de la Renaissance pour les étudier seuls ou de manière collective. Je voulais t'interrompre une seconde pour rappeler une chose, c'est que nous manquions en français d'un équivalent pour companion. Parce qu'il y a dans le monde anglo-saxon toute une tradition d'ouvrages et companion to, 36 000 choses, maintenant il y a des companions pour n'importe quoi. Et donc on a choisi le mot plus sobre d'introduction, mais l'idée c'est l'accompagnement. Voilà, je voulais compléter Exactement. ce que tu disais. C'est un companion. C'est comme ça, en tout cas, c'est comme ça qu'on a souhaité le concevoir. Voilà. Et il y a un certain nombre d'auteurs ici présents. C'est ce qu'on leur avait demandé dans leur contribution, et c'est ce qu'on a essayé de faire de manière globale. C'est pour ça que vous avez un ouvrage qui n'a pas de notes. Et comporte un certain nombre d'éléments qui normalement facilitent l'entrée même dans le contenu. Donc vous avez au départ des définitions des termes du droit et de la philologie qui sont utilisés dans l'ouvrage pour pouvoir y entrer. Vous avez une bibliographie extrêmement abondante qui vous permet de retrouver les études de référence sur certains points, un index des noms évidemment qui vous permet d'identifier les auteurs, mais aussi en particulier pour ceux qui sont considérés comme des juristes humanistes, la liste des ouvrages qui sont étudiés dans le volume, qui sont cités dans le volume, et donc qui vous permettent d'avoir une idée aussi de leur production. Et puis, l'ouvrage lui-même contient un certain nombre de renvois internes qui vous permettent de le lire de multiples façons. C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui peut se lire en continu. Si vous voulez absolument tout savoir sur l'humanisme juridique, il faut le lire de la première à la dernière page. Ça se lit très très bien, hein. Vraiment, c'est une prose incroyable. Mais si vous manquez d'un peu de temps, vous pouvez lire au choix les chapitres séparément les uns des autres, puisque ils peuvent se lire de manière séparée, et en particulier chaque partie qu'on va vous détailler est précédée d'une courte introduction qui met en avant les enjeux de chaque partie. Donc vous pouvez vraiment picorer très librement dans l'ouvrage en fonction de vos centres d'intérêt. Et donc voilà, alors les parties ou sections, elles sont déclarées dès le sous-titre de l'ouvrage. Donc le sous-titre dit auteur au pluriel, œuvre, idée, forme, destinée. Donc on a une première partie consacrée aux auteurs les plus importants, qui sont répartis par aire géographico-politique, Italie, France, terre allemande avec la République de Genève, les îles britanniques, la péninsule ibérique. Donc au sein de ces unités qui font sens, même s'il faut savoir qu'à la Renaissance, comme au Moyen-Âge, les intellectuels circulaient, voyageaient, se déplaçaient. On en a plusieurs exemples, mais reste
que ce sont des ensembles. Aujourd'hui, l'Italie est un pays unifié, mais ce n'était pas le cas à la Renaissance, etc. Donc on a tenu compte de toutes ces spécificités, mais voilà, ça nous a semblé la manière la plus méthodique, encore une fois, pour rendre service, pour être le plus accessible et simple possible. Alors, il y a quelques manques dans cette géographie, des espaces qu'on n'a pas réussi à couvrir, soit par manque de spécialistes, soit parce que, eh bien, il n'y a justement pas eu vraiment d'études sur ces questions, mais globalement, on couvre l'essentiel de l'humanisme juridique, et là, vous trouverez tous les noms, des noms les plus connus jusqu'à des noms beaucoup moins connus, d'auteurs qu'on peut rattacher à l'humanisme juridique, qu'ils soient juristes ou non, puisqu'il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de questions de droit, qui mobilisent des textes de droit, qui évoquent des enjeux juridiques, qui s'intéressent aux textes juridiques, mais qui, pour autant, ne sont pas juristes. Et donc l'intérêt de cette partie, c'est aussi de reconstituer et de croiser tous ces profils dans ces différentes parties. Alors c'est un exercice très difficile. Je remercie encore une fois les auteurs ici présents dans cette partie, puisque on a toujours peur de passer à côté d'un nom, de ne pas pouvoir développer en quelques lignes la complexité de la pensée d'un auteur. Mais l'idée, encore une fois, c'est d'offrir un panorama, et un panorama ici organisé par aire géographique. Voilà, alors la deuxième section ou partie est consacrée à des œuvres marquantes. Elles sont classées par centre d'intérêt. Là aussi, il y a plusieurs chapitres, notamment un chapitre sur les éloges de l'humanisme juridique, donc de ces nouvelles méthodes, qu'on peut appeler aussi de la propagande, comme je disais, enfin, au bon sens du terme. Un chapitre sur le centre d'intérêt de l'enseignement, puisque l'humanisme juridique naît à l'extérieur de l'université, mais il avait l'ambition de conquérir ces bastions, ces centres d'enseignement, donc, et avec des propositions qui sont révolutionnaires presque au sens étymologique du terme, parce que la plupart d'entre elles proposent de revenir aux instituts, enfin, et adoptent en tout cas et réfléchissent sur le modèle proposé par les instituts de Justinien. Je rappelle qu'Excès de Gaius n'était, pour la force des choses, pas connu à cette époque-là. Aussi, bon, on a comme centre d'intérêt les ouvrages qui sont très sur la philologie du droit, sur la systématisation. Ça c'est un grand courant voilà, très important, donc, qui reprend un peu la pensée médiévale, mais à la lumière des nouvelles méthodes et découvertes. Et aussi toute une partie sur les institutions, donc les ouvrages qui portent sur l'histoire des institutions, l'avenir des institutions publiques. Et donc l'idée de cette partie, c'est d'essayer de mettre en avant un certain nombre de textes, et donc de confronter aussi le lecteur directement aux sources. Alors encore une fois, évidemment, c'est une sélection, un choix, mais en réalité, l'enjeu, c'est aussi d'ouvrir des pistes, de citer un certain nombre de textes pour mettre en avant leur intérêt et dire que, eh bien, justement, il faudrait les étudier. Et en outre, ce que ça permet aussi, tout en étant dans l'introduction, d'éviter les propos beaucoup trop généralisants et de montrer que derrière ces généralités, il y a en réalité beaucoup plus de subtilité quand on s'intéresse précisément à chacun de ces textes, les mettre et mettre en avant les enjeux dans leur contexte. Alors ensuite, vous avez une troisième partie qui est consacrée à la mise en relation des savoirs autour des enjeux juridiques, donc qui s'intitule Savoir de l'encyclopédie et humanisme juridique, qui est là vraiment et qui est au cœur de l'ouvrage, parce que c'est aussi le cœur intellectuel de l'humanisme juridique, qui est cette mise en relation des savoirs pour comprendre aussi le droit. Et donc l'idée, c'était que dans l'ouvrage, eh bien, on montre comment le droit dialogue avec les autres disciplines dans les travaux de ces juristes. Donc vous avez une première partie qui concerne
les sources littéraires au sens large et plus particulièrement l'histoire, puisque évidemment un des grands aspects de l'humanisme juridique, c'est la réinscription du droit dans l'histoire, montrer que les textes de droit sont le produit d'un processus historique et qui ne sont pas hors du temps. Vous avez une deuxième partie, un chapitre qui est consacré à la philosophie, où là, l'enjeu, c'est de montrer comment le renouvellement philosophique de la Renaissance est pris en compte par un certain nombre de juristes pour revoir les catégories mêmes qui servent à penser le droit, un aspect extrêmement important et qui est assez difficile à mettre en œuvre quand on est confronté à ces textes, de comprendre l'arrière-plan philosophique de ces auteurs. Vous avez une troisième partie consacrée à la théologie, qui adopte l'angle plus particulier de la réforme, ce qui est assez logique pour le XVIe siècle, d'autant que pendant très longtemps, on a eu tendance, l'historiographie, à véhiculer un message qui était que c'était un courant de réformés, que l'humanisme juridique est un courant de réformés, ce qui en réalité n'est pas le cas. Hein. Quand on regarde en détail ces auteurs, beaucoup d'entre eux sont catholiques, restent catholiques. Mais comme le disait Luigi précédemment, Calvin est un juriste formé au droit dans une université d'importance et quand on lit leurs œuvres, il est important aussi d'avoir en tête ce qui était aussi leur grille de lecture, et puis l'œuvre de Calvin elle-même a des répercussions juridiques particulièrement importantes. Un chapitre ensuite sur la médecine, puisque, et là on arrive à deux chapitres peut-être plus surprenants, la médecine et les mathématiques, puisque ça peut paraître assez étrange pour des juristes aujourd'hui de lier le droit et la médecine, ou le droit et les mathématiques. En réalité, quand on lit ces deux chapitres, on se rend compte des connexions extrêmement importantes entre les auteurs de ces différents domaines, notamment des enjeux méthodologiques, évidemment, qui sont particulièrement importants dans ces domaines. Et donc, là, vous avez vraiment la richesse intellectuelle de l'humanisme juridique dans cette partie. Oui, alors je vais ajouter que la notion centrale à cette époque s'appelle encyclopédie. Tout simplement, c'est pas l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Voilà. C'est un autre sens du mot encyclopédie, plus proche de l'Antiquité gréco-romaine. Donc, pour nous aujourd'hui, une encyclopédie, c'est un gros dictionnaire avec une myriade, une pléthore d'entrées très simples, donc des notions ou des noms brièvement expliqués, pas trop approfondis, et qui permettent un accès direct à des miettes du savoir. Et c'est normal parce que c'est l'ordre alphabétique, etc. Pour l'époque humaniste, l'idée d'encyclopédie est l'idée que toutes les disciplines se tiennent par la main et qu'elles forment un cercle. Hein. Dans encyclopédie, il y a le mot cycle, hein, cercle. Donc, c'est une idée qu'on trouve exprimée chez Vitruve, chez Quintilien. Dans les sources grecques, les mots sont grecs, d'abord. Et puis, on en trouve un exemple évident dans le corpus d'Aristote. Aristote, ça va de la zoologie à la poétique, en passant par la météorologie et la métaphysique, etc. Donc, cette idée que c'est un savoir unique, celui qui est le savoir de l'homme, de la vie, du ciel, de la terre, et que donc tous les aspects du savoir se tiennent par la main, en quelque sorte. Voilà. Donc cette notion d'encyclopédie, on en parle à plusieurs reprises, dans plusieurs introductions de notre volume, parce qu'elle est vraiment centrale, et c'est ça qui explique pourquoi il y a un chapitre sur médecine et droit, ou mathématiques et droit. Donc, c'était des érudits. Hein. Ces auteurs, ce sont des érudits qui s'intéressent à tout. Et d'ailleurs, la littérature grecque comme la littérature latine, ce sont des littératures encyclopédiques. Il n'y a pas que les genres romans, poésie lyrique, théâtre, essai. Pline l'Ancien, c'est une encyclopédie à lui-même, etc. Donc, ce sont des lecteurs omnivores qui ne considéraient que tout les intéressait. Voilà. Donc, il n'y avait pas vraiment de barrage, de limite, si ce n'est
les auteurs disponibles, le temps disponible, etc. Alors, ce sont des érudits, mais pour autant, ce que vous verrez dans la quatrième partie, c'est qu'ils ne se désintéressent pas d'enjeux très concrets, puisque la quatrième partie, elle est consacrée au genre de l'humanisme. Et l'idée de cette quatrième partie, c'était de refléter évidemment la diversité des genres, hein, mais il était impossible de parler de tous les genres, puisqu'il y a une profusion de genres. Et cette partie s'ouvre sur les consultations et les actes de la pratique. Parce que ces juristes, certes, ce sont des érudits, mais pour autant, le droit, c'est un savoir aussi pratique et il s'agit de résoudre des problèmes très très concrets à partir de ce renouvellement des savoirs qu'ils opèrent. Et donc, vous aurez un premier chapitre consacré à ces consultations de la pratique. Et puis ensuite, l'idée des chapitres qui suivent, qui concernent les adages, les emblèmes, et les lexiques juridiques, c'est de montrer à la fois des genres spécifiques à l'humanisme juridique, hein, comme Luigi l'a dit, les emblèmes, l'emblématique, donc initié par André Alcia et ensuite qui se développe très largement par la suite, et puis aussi eh bien, des formes qui sont renouvelées par l'humanisme juridique, notamment les adages, les formes courtes, les formes brèves, hein, qui sont un enjeu même propre à l'humanisme et qu'adoptent les juristes, ou encore cette question de la définition des termes du droit, hein, en particulier, qu'on retrouve dans les lexiques. Oui, tout à fait. Alors, c'est un échantillon, mais bon, considérons que, évidemment, chacune de ces sections interagit avec les autres, comme on l'a dit, par le biais de renvois, d'auteurs, etc. Donc, ça fonctionne comme un ensemble. Donc, à travers les autres parties, vous verrez plein d'autres genres, le traité, par exemple, voilà. La dernière section est consacrée à la réception de l'humanisme juridique, en 3 chapitres. D'abord, les contemporains de l'humanisme juridique, puisque ces juristes humanistes ont parfois été très mal reçus, voire Laurent Valla, qui se fait jeter de l'université de Pavie en 1434, si je ne me trompe pas, parce qu'il avait osé attaquer les juristes. Dans un écrit, d'ailleurs, un peu injuste, on va dire. Mais l'idée, c'était les attaquer au nom du latin élégant. Voilà, en plus, on le retrouvera dans ses élégances. Donc, dès l'apparition de ces juristes humanistes et de l'humanisme, il y a une réception qui n'est pas immédiatement favorable et large. Donc, un premier chapitre retrace un peu les chocs et les conflits jusqu'à la réception, justement, des idées de l'humanisme. Ensuite, un chapitre sur le XVIIe, XVIIIe siècle, où il y a une consolidation, un élargissement à l'échelle européenne. Et puis, un dernier chapitre du XIXe siècle jusqu'à nos jours, qui fait le point un peu sur aussi la bibliographie, les auteurs, les intellectuels qui se sont penchés sur ce phénomène. Et ce chapitre note en particulier à quel point nous sommes encore très largement dépendants de la manière dont cette histoire a été écrite au 19e et au début du 20e siècle, et l'importance d'étudier à nouveau frais ces auteurs. Et donc, encore une fois, c'est l'objet de cet ouvrage que de vous inciter, toutes et tous ici présents et présentes, à vous y intéresser et à apporter votre propre regard, notamment à travers vos propres connaissances disciplinaires, et à ce qu'on les mette ensuite en commun pour compléter notre compréhension de la richesse vraiment de la production des juristes, mais pas que des juristes, des auteurs de la Renaissance autour du droit et des enjeux juridiques. Déjà, nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux, et donc c'est de bon augure pour la suite. Je précise aussi que je suis très reconnaissant à Xavier, parce que grâce à Xavier, cet ouvrage n'est pas trop cher. Il a obtenu des subventions qui ont permis de garder un prix inférieur aux 30 €, je crois. Donc,
ça fait partie de cette politique d'ouverture et de tentative un peu de s'adresser à un public le plus large, le plus jeune possible. Et donc maintenant, nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions et encore merci. Pas toutes les questions, celles auxquelles on est capable de répondre. Et il y a plusieurs contributeurs et contributrices dans la salle, donc il ne faut pas que vous hésitiez à intervenir s'il y a des questions spécifiques, notamment sur vos développements, pour compléter ce qu'on pourrait dire. Merci infiniment à tous deux pour ces propos vivants et vigoureux. Merci pour votre plaidoyer en faveur du décloisonnement disciplinaire. On comprend que c'est le principe de votre ouvrage et il était parfaitement adapté à ce qu'est l'humanisme, puisqu'au fond, s'il y avait une définition à donner de l'humanisme, c'est peut-être ça, hein, l'abaissement des cloisons disciplinaires. C'est notre façon de faire aussi à l'École des Chartes. Donc merci d'avoir fait résonner ces propos dans nos murs. Merci aussi des pistes de recherche que vous avez proposées. Et il y a une partie de nos étudiants qui est présente ce soir, pourront transmettre l'information aux autres. Je ne sais pas si dès demain le commentaire au Pandect de Budet aura trouvé son éditeur, mais effectivement ce serait souhaitable. Je remarque que même dans les champs que tu mentionnais, Luigi, comme déjà bien étudiés, comme les emblèmes, alors effectivement ceux d'Alcia commencent à être bien travaillés, mais je remarque que ceux de Bocchi ont attendu longtemps leur édition. On a maintenant l'édition magistrale d'Anne Rollet, mais pendant longtemps, on était obligé de travailler avec les éditions anciennes. Et il reste encore, j'en connais quelques-uns, hein, des auteurs d'emblèmes du XVIIe, parfois juristes, parfois médecins aussi, hein, qui mériteraient de trouver leur éditeur dès demain, si possible. Alors évidemment, la richesse de votre propos a fait naître plusieurs questions dans mon esprit, mais je préférerais que la salle puisse s'exprimer. Je vois beaucoup de spécialistes, je vois des collaborateurs de l'ouvrage, je vois des étudiants, donc n'hésitez pas. Selon le principe humaniste des propos à bâton rompu, du spudaio geloion, hein, toute question est bonne. Et je fais passer le micro. Merci pour cette présentation, pour cette communication. Donc, il n'est pas rare dans la littérature médiévale qu'on utilise le lexique juridique au sens humoristique, par exemple, comme dans dans l'Apocalypse Gauléae, qu'on étudiait l'année dernière. Et je ne me spécialise pas dans la littérature de la Renaissance, mais ce qui me vient dans la tête, c'est peut-être l'éloge de la folie d'Erasme, qui joue aussi sur ce genre de l'apologie. Mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres cas plus explicites de la parodie ou de la littérature ludique quand on utilise les termes, le lexique juridique pour jouer avec la lecture, pour créer un effet humoristique? Alors oui, le monsieur derrière vous va pouvoir répondre, par exemple, chez Rabelais. Voilà. C'est assez fréquent. Et les juristes eux-mêmes, même y compris parfois dans leurs ouvrages juridiques, hein, peuvent avoir des pointes qui... C'est très technique, mais parfois des traits acerbes ou des traits d'humour. Et puis l'éloge paradoxal, évidemment, c'est un genre que mobilise aussi des juristes à la Renaissance. Oui, je pensais évidemment le thème du mariage se prête à 1000 variations de ce type. Mais je pensais aussi à un grand texte auquel on a consacré le séminaire de cette année, c'est l'Utopie de Thomas More. C'est un jeu intellectuel
voilà, qui a bon, évidemment des sources anciennes très prestigieuses, etc. Mais c'est à la base un jeu qui est fait par un grand juriste, chancelier d'Angleterre, Thomas More. Voilà. Donc, quelques exemples, après on pourrait en parler pendant... Mais oui, oui, les exemples sont nombreux à la Renaissance aussi. Et qui est d'ailleurs aussi codé en partie pour des juristes, Oui, comme tout Le à fait. Monde, la lettre de Budé, Oui, de oui, l'édition. absolument. Bah, en réalité, on ne peut pas vraiment distinguer... Enfin, beaucoup d'auteurs que nous considérons comme littéraires sont des juristes. Et ce qui nous fait écran, c'est ce que j'appellerais une division du travail, ce qui fait que les historiens des droits s'intéressent aux juristes stricto sensu, et les historiens de la littérature s'intéressent plus au côté littéraire. Mais c'est une division pédagogique ou une division du travail. En réalité, il y a beaucoup d'auteurs. Diego Quaglioni a montré par exemple que Dante, le grand poète de la Divine Comédie, résonne aux juristes parce que c'était un membre de la classe dirigeante de Florence. Donc il y a une vraie connaissance juridique que seuls les historiens du droit arrivent à reconnaître parce que tout simplement les autres n'ont pas les instruments. Donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu jeter un pont entre histoire, littérature et droit pour voilà, faire en sorte que ces références cachées apparaissent. D'ailleurs, sur les références, alors on l'explique un peu au début de l'ouvrage, il y a un enjeu aussi dans les textes littéraires, c'est d'identifier les références directement aux textes de droit, qui sont des références qui sont codées. Et Mais donc, pas codées comme aujourd'hui. mais pas codées comme aujourd'hui, donc il faut aussi pouvoir les décoder. Donc là, on donne quelques éléments au départ, mais ça, c'est vrai que c'est un enjeu important, parce que pour comprendre la richesse du texte, il faut pouvoir comprendre les renvois qui sont faits, y compris dans des poèmes de la Renaissance. Merci infiniment pour votre présentation et puis pour ce livre, cet atelier ou ce compagnon, ou je sais. Bon, voilà. Juste dans le fil de ce qui vient d'être dit, comment est-ce que vous avez défini les juristes ? Est-ce que, donc, vraisemblablement les gradués en droit, et puis la deuxième, enfin, ça c'est, voilà, et la deuxième question qui va avec, c'est est-ce que eux-mêmes se reconnaissaient comme faisant partie d'un ensemble et d'une communauté unie par quelque chose, et le cas échéant, quoi. Alors, merci beaucoup. C'est évidemment une question qu'on se pose de manière régulière et qu'on ne résout jamais de manière parfaitement satisfaisante. Et donc, en réalité, on procède plutôt de manière un peu concentrique. Au cœur du cœur, il y a ceux qui sont formés au droit et qui exercent une profession juridique, qui sont vraiment les juristes au sens plein du terme, et puis en élargissant voilà, les gradués en droit, mais qui n'exercent pas nécessairement une profession juridique, mais dont l'environnement, en tout cas le bagage intellectuel fait qu'ils s'intéressent souvent au droit dans leur production. Et en réalité, est-ce qu'ils se reconnaissent entre eux, ils se reconnaissent peut-être plutôt d'abord comme humanistes, ceux auxquels on s'intéresse en tout cas, parce que la communauté à laquelle ils vont appartenir, c'est cette communauté d'humanistes, la République des lettres, et qu'on aperçoit bien dans leur réseau, notamment dans leur correspondance. C'est assez intéressant. Par ailleurs, j'ai étudié en partie ces correspondances, et on voit que pour beaucoup d'entre eux, ils expliquent que ils ont une profession juridique, c'est bien, mais que en réalité, ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils font à côté, leur cabinet de curiosité, voilà, traduire des auteurs latins, découvrir des manuscrits, et que c'est peut-être ça d'abord auquel ils vont s'identifier. Et à travers ce par quoi ils vont faire communauté. Après, ils ont évidemment leur communauté professionnelle. Alors, ce qui est assez différent aussi, c'est évidemment l'environnement des cours. Des cours, et notamment des cours souveraines, où là il y a, ça a été étudié, notamment par Marie Woolmar, mais où il y a vraiment un environnement professionnel qui a des répercussions intellectuelles extrêmement fortes. Oui, alors merci beaucoup. C'est une question effectivement qui est centrale parce qu'on a essayé
enfin, c'est une matière qui échappe de tous les côtés, évidemment. Donc on a essayé, sans être trop schématique, de répondre à la question de comment proposer une introduction à l'humanisme juridique. Alors on peut peut-être faire un parallèle, quand on parle par exemple d'humanistes chrétiens, comme Erasme, comme d'autres. En fait, pourquoi on dit humanisme chrétien dans un cas, humanisme juridique dans l'autre, etc. Ce sont les sujets, les thèmes qui intéressent. Donc un même intellectuel peut être un représentant de l'humanisme chrétien comme Erasme, etc. et aussi un représentant de l'humanisme juridique. Donc je dirais que ce qui intéresse, c'est le thème, en sachant que le thème est à la fois disséminé dans plein de matières, parce que, pour faire un exemple, la religion chrétienne se base sur la Torah, c'est-à-dire ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, qui est la loi. Les lettres de Paul, quand il parle des communautés judaïques, ils disent les hommes de la loi. Et dans l'horizon, de cet horizon-là, les craignants Dieu, c'est les justes. Ce sont ceux qui sont justifiés. Donc voilà, la notion de justice, de juste et de loi, dans ce domaine-là, est imprégnée de pensée religieuse. Si on pense à la philosophie, on peut dire que un élément macroscopique de l'humanisme, de la Renaissance, c'est la redécouverte de Platon. C'est Marcille Ficin. Mais Platon, c'est toute une réflexion sur la justice, là aussi. Qu'est-ce que c'est que de commettre une injustice? Comment organiser l'État de la manière la plus juste? Donc, dans la philosophie de Platon, on trouve plein de choses, mais quand même, au centre, il y a le problème politique. Et même quand on parle de choses très éloignées, cosmiques, etc., c'est toujours l'idée de rapporter un peu de cosmos, un peu d'ordre, ici-bas, règne des conflits, des disputes, etc. Donc, c'est juste pour dire que ce thème juridique, on le retrouve sous d'autres formes, dans d'autres matières, y compris dans la littérature, la poésie, etc. Et d'autre part, si on prend le fait juridique en tant que tel, quand on dit tel homme est un juriste, mais il y a plein de choses différentes dedans. Quelqu'un qui s'occupe de droit pénal, il va passer toute la journée avec les assassins, les voleurs, le viol, etc. Quelqu'un qui s'occupe de droit constitutionnel, c'est les constitutions, c'est l'équilibre des pouvoirs, etc. Donc, dans le droit lui-même, la matière de ceux qui se revendiquent comme juristes, il y a le monde entier, quoi. Il y a des éléments qui sont plus anthropologiques ou philosophiques, d'autres qui concernent, voilà, par exemple, la finance, les éléments plus concrets, matériels. Donc, là aussi, on peut être juriste, mais spécialisé dans plein de choses différentes qui, parfois, sont très éloignées les unes des autres. Donc voilà, à la fois, à l'intérieur du mot droit et juriste, on trouve une grande variété, et on trouve des éléments liés à la loi, à la justice, au procès, etc., dans la littérature, la philosophie, la religion, etc. Et d'ailleurs, ce qui est assez difficile, évidemment, avec cet objet, c'est que l'humanisme juridique, c'est pas une école. C'est pas une école de pensée. Et donc, en délimiter les contours, c'est extrêmement complexe. Donc, c'est aussi un point. Alors après, il y a, on aurait pu prendre le prisme universitaire. Le Mos Gallicus, c'est la méthode française d'enseignement des droits. Mais donc là, ça aurait été aussi potentiellement très réducteur, et y compris dans le cadre universitaire. En réalité, c'est pas une école. Parce qu'en eux-mêmes, ils s'opposent très fortement, et il n'y a pas de chaîne intellectuelle de maître à élève unique, y compris au sein d'une même université. Si on prend Bourges, on a longtemps parlé de l'école de Bourges. En réalité, à Bourges, il y a des écoles, potentiellement, en fonction de la manière à quel maître on se rattache. Donc, c'est évidemment aussi une des difficultés de cet objet qui est l'humanisme juridique. Merci beaucoup à tous les deux pour cet ouvrage et cette présentation qui vraiment donne très envie, même à des gens qui y connaissent rien. Et alors justement, en termes de gens qui y connaissent rien, est-ce que dans la liste des juristes que vous avez retenu des mauvais juristes?
Et ma question, en fait, c'est plutôt quel est l'état de connaissance partagé du droit? Enfin, voilà, est-ce que les humanistes sont tous de bons juristes, en fait, qui connaissent bien les textes, et dans des transpositions qui ne sont pas directement juridiques, je parle en tant que littéraire, dans des transpositions littéraires, est-ce qu'il y a des fautes de commentaires, des fautes d'appropriation de la jurisprudence, et qu'est-ce que vous en faites, ou quelle place ça a dans ce grand mouvement qu'est l'humanisme juridique? Merci pour ta question. Alors, mauvais juriste, c'est compliqué de définir ce qu'est un bon ou un mauvais juriste. Ça dépend des critères. C'est un sketch bien connu. Mais ce qui est certain, c'est que du point de vue des enjeux de l'humanisme, ils vont être des bons juristes. Mais on va pouvoir les critiquer comme mauvais juristes pour d'autres enjeux. Alors après, quand tu évoques notamment par exemple les renvois au texte ou la restitution des textes, eux-mêmes débattent très fortement sur la restitution du texte. Donc ils vont renvoyer à un texte qu'ils ne vont pas restituer forcément de la même manière. Donc de ce point de vue-là, il y a un enjeu, mais surtout, plutôt que, je laisserai peut-être Luigi répondre, mais plutôt que de nous décider qui sont les bons ou les mauvais juristes, il y a eu ensuite une historiographie qui a assez largement classé aussi ces juristes, qui a établi des hiérarchies. Alors ça se passe dès le XVIe siècle avec les panthéons des juristes qu'a étudié notamment Patrick Arabert. Mais une des volontés aussi de l'ouvrage, c'est essayer de sortir de ces panthéons et de remettre en avant un certain nombre de juristes qui pouvaient être déconsidérés. Alors évidemment, on parle plus des juristes qui sont très connus parce que c'est les juristes qui ont été les plus étudiés, mais par exemple, pour prendre un sujet que tu connais, Forcadell, on disait que c'était un mauvais juriste, bon, parce que on connaît l'histoire. En réalité, il a bien été montré que c'est pas un mauvais juriste, et donc on en parle aussi dans cet ouvrage. Et puis par rapport à ce que disait Luigi, il y a aussi ces juristes eux-mêmes établissent des hiérarchies entre eux et avec leurs prédécesseurs. Et donc l'idée, et c'est ce que Luigi disait dans son discours, notamment sur le droit médiéval, c'est de montrer que derrière les prises de position qu'ils peuvent avoir, en réalité, il y a souvent une mobilisation qui est plus nuancée. Et donc que ces classifications, elles sont à prendre avec précaution. Après, oui, certains font, si on veut, des fautes. Bon, ça, évidemment, mais... Comme tout domaine scientifique, il est soumis au débat. Alors, peut-être, je rappellerai deux choses. D'une part, qu'on a établi, disons, on a évoqué, pour y voir un peu plus clairement, deux notions. D'un côté, celle des juristes-humanistes, et de l'autre, celle des humanistes-juristes. C'est-à-dire ceux qui sont plus techniciens, juristes, intéressés disons, au droit hardcore, je vais dire, canal historique, et ceux qui sont plus humanistes, avec un intérêt pour le droit, en tant, comme je disais tout à l'heure, que source historique. Par exemple, dans les annotations au Pandecte de Budé, il y a tout un développement sur le Sénat romain, qui certes serait du droit constitutionnel, plus le Sénat avait aussi des rôles de tribunal. Bon, voilà, c'est un élément où il y a toute une partie sur les jeux du cirque, sur le sport, les spectacles à Rome, parce que certains textes du digeste ouvraient sur ces réalités-là. Alors, est-ce qu'il est mauvais juriste? Non, mais dans son effort de philologue et d'historien, il rencontre des textes qui lui parlent plus que d'autres. Voilà, j'ai envie de dire que, après, dans les polémiques de l'époque, un des éléments que les humanistes mettent en avant, c'est qu'une connaissance claire du droit et des textes et de l'histoire, donc de l'origine du droit, de sa dimension historique, permet plus d'équité,
permet d'avoir des procès moins longs, moins compliqués. Il y a un chapitre célèbre dans Rabelais. Voilà. Donc, l'idée, c'est de se battre contre les mauvais praticiens qui allongent à dessein les procès, qui compliquent à dessein les choses, qui obscurcissent le droit dans un but intéressé, de lucre. Ça, c'est par exemple mauvais, là, ce serait au sens moral. Voilà. Mais nos humanistes, ils se revendiquent de la plus pure, du plus pur des intérêts et du seul intérêt de la science. N'est-ce pas? J'avais... Oui. Excusez-moi, je me demandais, votre corpus, jusqu'où pensez-vous qu'on arrive à connaître à peu près les textes juridiques publiés, ou bien est-ce qu'on a quand même été très... est-ce que ce sujet est quand même très victime des tris de la période révolutionnaire? Parce que c'est sûr que du droit en latin, alors tant qu'on était dans les incunables, il y avait une raison pour garder ce genre d'ouvrage, mais le droit du XVIe siècle en latin, si ce n'était pas des grands auteurs comme par exemple Budet, est-ce qu'on n'a pas très abondamment détruit pendant la période révolutionnaire, ou tout au moins pas pris pour les grandes bibliothèques? Donc, est-ce qu'il y a un problème d'accès au texte? Est-ce que dans un certain nombre de cas, on en trouve, il me semble qu'on en trouve, par exemple, dans les bibliothèques allemandes, parce que c'était vendu via par les foires de Francfort, et au fond, pas tant que ça à Paris, ou bien les exemplaires parisiens ont été détruits, encore une fois, au moment des confiscations révolutionnaires. Donc, je me posais la question du corpus dont on peut disposer, jusqu'où vous semble-t-il suffisant, ou peut-on espérer trouver encore des textes, peut-être mineurs, mais encore inconnus? Merci beaucoup. Une réponse en deux temps. Alors, il y a un enjeu aussi qui est les ouvrages manuscrits qui n'ont jamais été imprimés, qui sont assez nombreux parce que, notamment, les juristes rédigent beaucoup d'outils de travail sous forme d'ouvrages qui circulent de manière manuscrite et notamment on en a dans les cours et tribunaux mais qui n'ont pas été imprimés, et donc là c'est un vivier vraiment possible de découverte. Pour ce qui concerne les imprimés, alors les ouvrages de droit, ce sont souvent des ouvrages qui sont plutôt tirés de manière importante, compte tenu de la clientèle potentielle, qui est en partie une clientèle captive, qui a besoin de ces ouvrages pour son travail. Donc, leur diffusion est quand même assez importante. Par conséquent, on peut penser que, malgré les éliminations, on en est quand même conservé un nombre conséquent. Mais effectivement, les bibliothèques, il est vrai que les bibliothèques allemandes sont particulièrement riches. Moi, j'ai vu par exemple pour mon étude sur Cujas, la BNU de Strasbourg conserve en particulier un certain nombre d'éditions qui sont nulle part ailleurs, mais bon, qui s'expliquent aussi par l'histoire éditoriale, parce qu'ils sont édités en Allemagne, en dehors du circuit des privilèges notamment. Mais je pense que malgré ces éliminations, on conserve vraiment un corpus plus que représentatif, et surtout, en réalité, il y a beaucoup d'œuvres qui ne sont plus jamais ouvertes, qui n'ont été même jamais ouvertes. Donc en réalité, le corpus, il est très abondant à découvrir dans ce sens. Oui, en tout cas, merci pour cette question, parce que c'est vrai qu'un recensement, un état des lieux serait très utile, donc serait très bienvenu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément de réimpression, oui. De canonisation aussi de textes au sein d'ouvrages collectifs qui reprennent un peu les ouvrages, qui mettent ensemble, en fait, qui réunissent les ouvrages les plus importants. Donc, la réception, justement, la cinquième partie de l'ouvrage parle de la réception de l'humanisme juridique. Eh bien, au XVIIe et aussi au XVIIIe siècle, il y a encore une moisson très importante. Et puis, alors là, je me tourne vers les spécialistes d'histoire du droit de l'époque révolutionnaire. Bien sûr, il y a le code de Napoléon, etc. Mais tout le savoir accumulé dans les siècles précédents ne disparaît pas comme par enchantement. Il reste à la base de la transmission
de l'enseignement, enfin du droit. Donc c'est un socle, disons, qui, malgré les ruptures, a une certaine continuité. Même quand on parle de systématisation, le droit humaniste reprend des éléments importants du droit médiéval, en fait. C'est-à-dire que même au XVIe, au XVIIe siècle, la manière de faire des bartholistes est loin d'être rejetée. Déjà, Alcia le reprend. Donc, cette manière de continuité, malgré les ruptures qui existent dans le droit, fait que, je crois, il y a sûrement eu des déperditions. Là, encore une fois, un état des lieux complet est à venir. Mais malgré ça, il reste beaucoup de choses qui ne sont pas connues et qui mériteraient de l'être. Donc, ça reste quand même un corpus très vaste. Et pour la plupart, on l'atteint. C'est là le punctum dolens. Si vous me permettez une question de chartiste, vous nous avez beaucoup parlé d'humanistes civilistes, et on comprend bien ce dont il s'agit. Les humanistes saisissent du code pour y voir non seulement une source normative, mais encore et surtout une source de l'histoire, de l'Antiquité. Qu'en est-il, par contraste, du droit canon ? Est-ce qu'il y a des humanistes canonistes ? Est-ce que le décret est rejeté comme médiéval, gothique, ou est-ce qu'il y a une place pour lui ? Alors on se doute un peu de la réponse que vont apporter les humanistes protestants à cette question, mais du point de vue des catholiques, il y avait quand même de la place pour une étude renouvelée de l'histoire de l'Église à travers les sources canoniques. Est-ce que ça existait ou pas du tout ? Alors oui, ça a existé. Malheureusement, c'est vrai qu'on en parle assez peu. Mais on en parle. Alors, l'expression in utro quae iure, oui. Elle est omniprésente. Ça c'est sûr. Mais les sources canoniques sont moins présentes que le droit romain dans l'ouvrage. Mais oui, il y a des canonistes humanistes importants. On en parlait par exemple. Un exemple là qui me vient en tête immédiatement, c'est Antonio Agustín, qui est un juriste espagnol, qui est auditeur de la Rote, qui a aussi une grande carrière et qui fait à la fois de la philologie, vraiment des études philologiques sur les textes de droit romain et sur les textes de droit canonique. Donc il y en a un certain nombre. Il y a aussi des canonistes qui vont adapter les genres juridiques développés par l'humanisme dans le cadre du droit romain au droit canonique. Je pense par exemple à un genre qui est celui des paratinques, qui donc est une sorte de synthèse de chacun des titres qui se développe aussi en droit canonique. Et puis il y a ensuite tout l'enjeu sur l'histoire de l'Église qui se développe par exemple pour un certain nombre de juristes qui sont des juristes gallicans dans le cadre de ce que développait Luigi tout à l'heure pour le cas français notamment. Et puis il y a les entreprises d'édition du corpus juris canonici qui peuvent en partie, pour certains de ces aspects, se rattacher au travail qui est effectué par les juristes, par les romanistes. Mais alors l'autre point, c'est que une des grandes transformations contemporaines, c'est ce qu'on appelle la seconde scolastique, l'école de Salamanque, qui va lier théologie et droit à travers des théologiens juristes qui, eux, sont de très très grands canonistes. Et ces canonistes-là importent en partie et mobilisent aussi les travaux des romanistes et des juristes, ce que montre notamment le chapitre sur l'ère ibérique qui concerne donc l'Espagne, le Portugal et l'Amérique espagnole. Mais alors, c'est pas directement, pour la plupart d'entre eux, des juristes humanistes, et vraiment ils font partie de ce qu'on appelle la seconde scolastique, mais les porosités et les liens entre ces courants
sont importants, évidemment. Et puis aussi, dans les Pays-Bas espagnols, bon, ça a été bien étudié, notamment, par exemple, il y a différents travaux, mais notre collègue Wim de Kock qui s'intéresse à ces questions, par exemple. Je sais pas si tu veux Oui, compléter. non, c'est vrai que l'école espagnole, en fait, hein, et puis la cour romaine. Mais on pourrait citer un autre cas, comment dire, marginal par rapport à la centralité du droit romain, c'est l'Angleterre, qui produit son propre humanisme juridique à sa manière. Donc voilà, il y a d'autres manières de s'éloigner du droit romain, disons, comme objet central normatif pour établir la règle du droit et les techniques, les principes juridiques. Mais c'est vrai qu'on manque d'études vraiment de droit canonique propre à l'humanisme juridique. C'est aussi un champ qu'il faut investir. L'école des chartes s'en saisissent. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci beaucoup pour cette présentation et pour ce précieux instrument. Alors, je voulais juste dire qu'effectivement, je me suis rendu compte à quel point on était démunis face aux références cachées au droit qui font que certains passages nous semblent totalement incompréhensibles. Donc, voilà, c'était juste un petit témoignage personnel sur la question. Et donc, par ailleurs, pour rebondir aussi sur la question que posait Geneviève Guilleminault, on se rend compte effectivement, quand on regarde la production incunable, que le livre juridique, c'est un pan immense de la production. Donc, quand même très difficile de faire cet état des lieux que vous appelez de vos voeux. Enfin, je pense qu'il y a un énorme travail. Je me demandais s'il y avait déjà eu un peu des exploitations des inventaires de bibliothèques, parce qu'on a quand même pas mal de bibliothèques voilà, de professionnels du droit, pour éventuellement repérer des choses qui manquent, voilà. La bibliothèque de la Cour de cassation a un fonds juridique très important et peut-être ce serait le meilleur point de départ en fait pour une enquête. Mais oui, non, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'études systématiques sur ce point. Et sur la première, le début de la remarque, dire qu'avec avec Luigi, on avait fait une petite intervention dans le séminaire de Virginie Leroux sur comment identifier les références juridiques. Si ça vous intéresse, on a un support qu'on peut envoyer avec des références. Voilà, donc n'hésitez pas, s'il y a des gens intéressés à m'écrire, je vous enverrai ce support sans problème, qui explique pas à pas comment identifier les références, et puis qui donne aussi surtout des références bibliographiques pour ces identifications de références qui effectivement bloquent parfois à l'accès direct au texte littéraire. Ouais. Oui, bon, en réalité, enfin, disons que le code est en 12 livres parce qu'il y avait les 12 tables. Donc déjà, bon, l'organisation était comme ça. Le texte le plus facile d'accès pour ceux qui voudraient découvrir l'horizon du droit romain, c'est les instituts, qui ont bénéficié d'une édition avec traduction récente par M. Coria et M. Cocâtre, publié chez Dalloz. Bon, c'est un peu cher, mais on le trouve dans les meilleures bibliothèques. Donc, Ici. Et c'est vraiment un instrument impeccable parce que ce sont des cours de première année pour les juristes du VIe siècle, donc de l'époque de Justinien. C'est parfait. L'intérêt du digeste est qu'il nous conserve donc toute la jurisprudence, donc tous les raisonnements plus ou moins techniques, mais qui ouvrent des pans sur, qui ouvrent des regards sur des pans entiers de la société romaine, et même une coupe transversale en fait, qui embrasse différentes époques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont divisés en 50 livres, et on a 3 moments d'émission par rapport au Moyen-Âge, la redécouverte, donc on parle du digeste vieux, digeste neuf, etc. Mais
les juristes ne raisonnent pas en termes de livres. D'ailleurs, ces 50 livres n'ont pas de titre. Ce qui existe au sein des livres, ce sont des véritables titres. Donc il y en a un peu plus de 400. C'est les tituli, les titres, et chaque titre envisage un aspect de la matière juridique. C'est donc les titres que les juristes de l'époque mettaient en avant en premier. Et au sein des titres, il y a les fragments, parce que le digeste est un recueil de plus ou moins 9000, un peu plus de 9000 fragments de jurisconsultes romains, plutôt de l'époque classique, qui pour les historiens est une époque tardive, mais pour les juristes c'est l'époque classique. Et donc, voilà, chaque titre, chacun de ces 400 et quelques titres, réunit un certain nombre de fragments originaux. Donc voilà, le texte cité, on dit quel est l'auteur, quel est le livre, d'où ça a été pris le fragment. Et donc au Moyen-Âge, c'était ça les deux éléments importants. C'est qui a écrit le fragment, comment commence le fragment, parce que très souvent on ne le numérotait pas, c'est connu par les premiers mots, et le titre du digeste dont il dépendait. Cette division en titres, elle est commune aussi aux instituts et au code. Donc ça fonctionnait par les titres. Or, chez nous, dans le monde moderne, les titres, c'est la dernière chose que les gens apprennent. Ce sont des chiffres. Donc, digeste, livre temps 17, voilà, livre 4, titre 17, et donc plus personne ne les connaît. Voilà le gros du problème, voilà, l'essentiel en fait. Mais eux, ils avaient une connaissance intime, et donc pour eux, mémoriser ces centaines de titres ne posait pas de problème. Et ils les citaient de manière abrégée. Voilà, la difficulté principale pour nous modernes, c'est ça. Et oui, c'est l'un des plus grands drames des bibliographes, c'est quand on change les références, le système de référencement. Voilà. Tout le monde s'y perd. Et il s'est passé la même chose avec la Bible, d'ailleurs. Oui. Et puisqu'on parlait de la grande époque, pendant qu'on y est, est-ce que quand on est humaniste, on s'intéresse aussi au code théodosien, ou est-ce que c'est pareil? Oui, c'est un très grand enjeu, justement, de montrer que le code de Justinien est lui-même un produit d'une stratification historique, et donc il y a des éditions du code théodosien qui sont faites par les humanistes au XVIe siècle et qui sont très importantes parce qu'elles ont servi encore à l'époque contemporaine pour les éditions critiques dont on dispose. Donc ils s'intéressent, et c'est un des apports majeurs de l'humanisme juridique, c'est leurs éditions de textes antiques et médiévaux à partir de manuscrits dont certains ont disparu et dont on conserve en réalité le contenu grâce aux éditions de ces humanistes. Donc ils s'intéressent vraiment à l'histoire du droit romain à travers dans toute sa profondeur. Donc ils essayent même pour certains d'entre eux de rétablir les 12 tables. Donc il y a vraiment une prise de conscience de cette histoire longue et de la nécessité de disposer de l'ensemble des textes pour comprendre véritablement la société romaine et le droit romain. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, effectivement, on commence à approcher dangereusement du moment où le service d'ordre va nous demander d'évacuer la salle. Donc s'il n'y a plus de questions, je vous propose de lever la séance. Un grand merci à vous. Merci à vous et aux auteurs.